terroristes rentrent à l'intérieur et à ce moment-là vont rentrer tout d'abord un premier appartement où on a des athlètes. Il y a un athlète qui va se rendre compte de ce qui se passe, il va hurler, réveiller. Il y en a qu'un autre, celui-ci va réussir à briser la vitre et à s'enfuir, à sauter par la fenêtre et à s'enfuir. Mais lui ensuite est le premier otage en fait qui est pris. Les Palestiniens vont lui demander d'aller chercher les autres. Liana, bonjour. Bonjour Olivier. On va parler de cette page de l'histoire. C'est triste et tragique, cette page de l'histoire, pas seulement israélienne, puisque ça concerne aussi l'Allemagne. C'était il y a donc exactement 50 ans, les Jeux Olympiques qui se déroulent à Munich et cette prise d'otage. Alors, avant de parler de cette prise d'otage, dans quelles conditions, est-ce qu'on peut savoir le contexte? Le contexte et dans quelles conditions les athlètes sont partis à Munich? Est-ce qu'il n'y avait pas une petite crainte quand même quelque part? Alors, déjà, il faut parler du fait que 1972, on est 36 ans après les Jeux Olympiques de Berlin, donc ça a quand même une résonance un peu particulière. Bien sûr. Les Allemands, pour eux, c'était le moyen de montrer au monde que l'Allemagne était une Allemagne nouvelle, une Allemagne qui avait changé. Donc on était un peu moins de 30 ans après la fin de la Seconde Guerre mondiale. Donc à nouveau montrer que l'Allemagne n'est plus ce qu'elle était et plus que ce que l'on pensait. Et donc c'était très important pour les Allemands, par exemple, de casser des images de l'Allemagne de l'époque. À l'époque, l'Allemagne, quand on pense à l'Allemagne de la Seconde Guerre mondiale, c'est une nation complètement militarisée. Donc il y avait un effort justement pour qu'on ne voit pas ni police ni armée pendant les Jeux Olympiques. Et donc à ce niveau-là, justement, les Israéliens, dès le départ, étaient très inquiets. Le Mossad était déjà très inquiet en leur disant, il faut, une organisation. C'est très important ce qui va se dérouler. Il faut faire extrêmement attention, en particulier aux Israéliens, sachant qu'il y avait des risques, des moyens de sécurité très importants qui doivent être mis en place. Et les Israéliens, à plusieurs reprises, par exemple, on sait que le Mossad avait préparé une trentaine de plans d'attaque possibles contre la Mishlachat, contre la délégation israélienne. Et entre autres, il y avait la théorie numéro 21 qui aurait été justement la prise d'otages en pleine nuit ou au petit matin de sportifs israéliens par un groupe terroriste, qui est exactement ce qui s'est produit. C'était prévu, quoi. C'était quelque chose qui était... C'était un des scénarios qui était prévu, qui était plausible, qui avait été préparé par le Mossad. Et le Mossad avait demandé à l'époque... Le Mossad ou les forces le Mossad avait préparé, mais les forces de l'ordre israéliennes avaient demandé à l'époque à ce que les forces allemandes se préparent en considération de ces risques-là. Les Allemands, de leur côté, ils avaient appelé ces Jeux Olympiques les Jeux Olympiques joyeux, les Jeux joyeux. Leur but, c'était vraiment de faire oublier le passé peu glorieux de l'Allemagne, de l'Allemagne nazie. Ils avaient essayé justement de minimaliser la présence de soldats, la présence de police durant tous les Jeux Olympiques, justement pour ne pas donner cette impression que on refait des Jeux Olympiques dans un monde militarisé comme ça l'avait été en 1936. Et donc, ce qu'il faut aussi rappeler aussi, à part cet aspect-là, il faut rappeler que les années 70, après 1967, après la guerre des 6 jours et jusqu'à peu près la guerre de Kippour, on va avoir des périodes où on a énormément d'attaques terroristes un peu partout dans le monde, des prises d'otages. Contrairement à aujourd'hui où c'est vrai que les attentats ont eu lieu pratiquement qu'en Israël, à l'époque c'était surtout des cibles à l'étranger. Des cibles civiles, mais c'est pas seulement chez les Israéliens, c'est-à-dire qu'il y avait beaucoup de groupes terroristes d'extrême gauche qui faisaient des détournements d'avions, etc. Donc c'était, je vais pas dire que c'était monnaie courante, mais c'était quelque chose auquel on était habitué plus ou moins, que tous les 6 mois il se passait quelque chose un peu à droite à gauche en Israël ou dans le monde. Donc la délégation arrive un peu dans ce contexte. Alors une dernière chose que je veux dire sur la délégation, c'est quand même important. Donc c'était déjà c'était quelque chose d'important quand même que l'État d'Israël accepte. Donc les relations avec la Nouvelle-Allemagne sont pas ça fait pas de très très nombreuses années qu'elles existent. Donc c'est important que les Israéliens soient présents. Il faut rappeler qu'une partie de ces athlètes, ce sont des rescapés de la Shoah. On avait même un athlète, entre autres, je crois que c'est Sprinker, lui, il avait fait partie de la révolte du ghetto de Varsovie. Donc il faut comprendre aussi qui sont ces personnes qui arrivent en Allemagne. Et donc elles arrivent sur place et elles sont donc parties pour représenter Israël dans ces Jeux. Donc pour participer, bien entendu,
bien entendu à ces Jeux Olympiques d'une façon vraiment sportive. Tout à fait. Et puis donc arrive ce 5 septembre. Alors ça commence le 5 septembre exactement. Ça commence le 5 septembre à 4h30 du matin. Donc en fait, il faut comprendre que c'est un petit peu à l'époque, enfin c'est normal dans les Jeux Olympiques que les athlètes la nuit font le mur pour aller sortir en boîte, pour se balader un peu dans la ville, boire de l'alcool, etc. Et donc il y a un mouvement le matin vers 4h30 du matin à l'aurore où les sportifs en fait reviennent et donc bon, c'est des sportifs donc ils escaladent un mur de 2 mètres de hauteur et rentrent à l'intérieur donc du village olympique. Et en fait les terroristes du Septembre Noir qui sont des terroristes donc palestiniens vont utiliser entre guillemets le même chemin pour rentrer à l'intérieur. C'est-à-dire on va les prendre en fait pour des sportifs qui reviennent. Plus encore, il y a d'autres sportifs qui vont les aider. On sait pas très bien si c'est des Canadiens ou des Américains, mais qui vont les prendre comme d'autres athlètes et vont les aider en fait à rentrer, à réintégrer le village olympique. La délégation israélienne était à ce moment-là dans un bâtiment qui était au bout en fait, à la fin du village olympique. Les Israéliens dès le départ avaient trouvé que l'endroit était dangereux, qu'il n'était pas assez protégé, mais bon, les Allemands avaient à chaque fois essayé de calmer en disant mais non, tout va bien. Et donc ils rentrent, les terroristes rentrent à l'intérieur et à ce moment-là vont rentrer dans tout d'abord un premier appartement où on a des athlètes. Il y a un athlète qui va se rendre compte de ce qui se passe. Il va hurler, réveiller il y en a qu'un autre qui est dans sa chambre. Celui-ci va réussir à briser la vitre et à s'enfuir, à sauter par la fenêtre et à s'enfuir. Mais lui ensuite est le premier otage en fait qui est pris. Et les Palestiniens vont lui demander d'aller chercher les autres. Donc il va essayer il va sauter un appartement, il va passer à un autre appartement. On pense qu'il a en fait essayé de récupérer le groupe. C'était des gens qui faisaient de l'haltérophilie, donc qui étaient très forts. Donc il va essayer en fait de chercher le maximum de personnes qui peuvent être fortes et qui peuvent peut-être de se battre avec eux. Ensuite, mais bien entendu, ils n'avaient pas d'armes. Et ils n'avaient pas d'armes. Les terroristes étaient armés. Les terroristes étaient très bien armés, si c'est des grenades ou si c'est des comment on appelle ça, des kalachnikovs, enfin tout ce qu'il faut. Ils vont essayer de se défendre avec des couteaux qu'ils avaient pour couper des fruits, mais bon, c'est pas vraiment ça qui va donc faire je suppose que l'athlète qui a réussi à sortir de l'appartement, donc où étaient les athlètes israéliens, va donner l'alerte. Alors voilà, donc il y a plusieurs, ils vont aller donner l'alerte. Les premiers vont se réfugier chez des athlètes américains, vont lancer l'alerte, et ensuite on va avoir une situation complètement folle. Alors d'un côté, il y a les Israéliens qui refusent à cette époque, c'est la politique israélienne. La politique israélienne de l'époque refuse de faire un massa ou matan, des négocier avec les terroristes. Pourquoi ? Parce qu'ils ont peur qu'en négociant avec les terroristes, on va entraîner d'autres prises d'otages. Donc Israël à ce moment-là refuse tout à fait. Les Allemands, parce que il faut dire que Septembre Noir demande la libération de 234 prisonniers palestiniens des prisons israéliennes. Donc Israël ne veut pas entendre parler de tout ça. Les Allemands de leur côté proposent aux terroristes, ils leur disent vous avez cash illimité, on vous donne tout l'argent que vous voulez. Et alors après on ne sait pas très bien si les Israéliens auraient demandé à venir directement sur place, à envoyer comme à l'époque, comme pour Entebbe, envoyer la Sayeret Matkal, envoyer un commando israélien pour essayer de sauver les athlètes. Il semblerait que les Allemands ne leur donnent pas le feu vert pour une histoire pareille. Et ensuite, on va avoir une situation complètement loufoque où les Allemands vont essayer, avec leurs forces spéciales qui n'ont pas vraiment été préparées. Ça, c'est aussi ce qui est dit. Par exemple, on va avoir besoin de snipers, de tireurs d'élite. On n'a pas de tireurs d'élite à ce moment-là. Alors, on va chercher des gens qui s'entraînent toutes les semaines. Mais est-ce que ça veut dire que parce qu'ils s'entraînent toutes les semaines, ils sont très bons ? Non, pas spécialement. Ils vont plutôt rater leur cible. Et ensuite, l'armée allemande va se préparer pour lancer un assaut. Et là, on a quelque chose de complètement fou, c'est qu'il y a la télévision allemande qui filme
en direct l'armée allemande qui se prépare pour l'assaut et les terroristes qui, qui allument la télé et qui se rendent compte de ce qui va se passer. Et donc, en fait, on n'arrive pas à faire l'assaut. Au final, ce qui va se passer, c'est que les Allemands, les terroristes vont demander à être évacués vers l'Égypte. Ils demandent à ce qu'on leur donne des hélicoptères pour partir. Et en fait, l'armée allemande, à ce moment-là, se dit qu'entre le moment où les terroristes vont arriver à l'aéroport, marcher sur le tarmac, monter dans l'hélicoptère, ce sera le bon moment pour les attaquer. On parle ici en pleine nuit, il est 11h du soir. Mais pourtant, les Palestiniens ont été plus intelligents, on va dire, que l'armée allemande. Ils vont demander non pas à y arriver en voiture ou à marcher, ils demandent à venir dans un bus. Donc on ne sait pas ce qui se passe dans un bus. Quand les terroristes descendent du bus, d'un seul coup, on se rend compte qu'il y a 8 terroristes et non pas 5 comme on pensait. Les faux snipers qui sont présents un peu à droite, à gauche, on annule une partie de l'opération sans prévenir tout le monde, c'est-à-dire qu'on tire que les snipers vont continuer de tirer sur les terroristes alors que le reste de l'opération, lui, a été annulé, mais ça, ils ne le savent pas. Au final, va s'en suivre 2 heures de combat. À un moment, tous les athlètes, eux, sont entre l'hélicoptère et le bus. Il y a une grenade qui va être jetée. Ils vont tous être tués. Donc, on parle ici de la mort de 11 soldats, 11 athlètes israéliens. Et puis, ce sera au final 5 des 8 terroristes qui vont être aussi tués, 3 qui vont être kidnappés. Et ce qu'il faut aussi dire, et ça c'est très important, c'est que juste après donc le massacre de Munich, Golda Meir, qui à l'époque est la première ministre de l'État d'Israël, va prendre une décision. Elle décide que toutes les personnes qui ont fait partie de cette opération, donc tous les Arabes qui ont fait partie de cette opération, seront tués et seront la cible de l'armée d'Israël, du Mossad. Et donc le Mossad va se lancer dans une très 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 grande opération où ils vont un par un rechercher, que ça soit au Liban, que ça soit en Syrie, que ça soit voilà, et bien entendu ça a été un grand traumatisme pour ça a été un très, très la grand société traumatisme israélienne, puisque bien entendu à part le fait que 11 athlètes ont été tués au cours de cette attaque, ça s'est passé surtout sur la terre d'Allemagne. Alors il faut rappeler un autre élément qui est lié, qui est un peu en décalé, mais qui est lié. Des années plus tard, on va avoir l'Eurovision qui aura lieu cette fois-ci, qui aura lieu encore à nouveau en Allemagne. Et ce sera Ofra Haza qui représentera Israël. Et si je me trompe pas, c'est Uzi Ritman qui va écrire une chanson pour elle. Et la chanson qu'il va chanter à cette époque, donc il faut savoir qu'Israël, cette époque dans l'Eurovision, ça se passe bien. Et la chanson qu'elle va chanter, c'est Ani Ot Chai. Chai, Chai, Chai. En Allemagne, c'était vraiment le peuple un message très fort. d'Israël est en vie. Elle est habillée de jaune. Elle a des danseurs jaunes, ce qui rappelle l'étoile jaune. Et ce cri de vie, nous sommes encore en vie. Vous avez essayé de nous tuer il y a 40 ans avec la Seconde Guerre mondiale. On a encore essayé de nous tuer sur le sol allemand. On est toujours là et on est encore en vie. Voilà. Et 50 ans après, on a entendu justement le président allemand qui s'est dit scandalisé du fait que ça a pris 50 ans pour arriver à un accord. Ça a pris énormément de temps. Là, il y a quelques jours, on vient d'avoir un accord donc pour que les familles des athlètes israéliens soient indemnisées. Et puis, c'est pas seulement cela. Il y a eu une bataille du comité olympique israélien, du comité israélien des Jeux olympiques contre le comité olympique international pour demander à ce que l'on respecte des minutes de silence, à ce que l'on rappelle. Et la première fois, ça a été seulement en 2016, donc c'était vraiment hier. Donc c'est vraiment... mais il n'y a pas eu encore une véritable reconnaissance des fautes peut-être qui ont été commises par l'Allemagne à cette époque. Peut-être que ça viendra, qu'il faudra encore un peu de temps, mais ça fait déjà quand même 50 ans. Ouais, ça prend du temps, malheureusement. En tout cas, merci Eliana de nous avoir évoqué cette page de l'histoire tellement importante.